Il ne faut pas dire qu'il n'en a pas. Il y en a. Mais je pense qu'on ne leur fait pas suffisamment confiance, peut-être. Mais il y en a. Et chaque pays a d'ailleurs son propre génie. Les 10 commandements de l'UNSTN, le premier commandement, ne compter que sur ses propres forces. C'est-à-dire que si nous recevons des aides, nous remercions les gens en question et nous leur disons merci de nous avoir donné un poisson, mais béni pour nous avoir donné une canne à pêche. À toutes nos générations, que c'est à nous, Malgaches, de développer notre pays, mais ceci ne signifie pas que nous refusons les aides. On est arrivé à Madagascar dans le cadre justement de la radioprotection. Ce que je tiens à dire, c'est le développement de Madagascar justement au niveau du nucléaire et de la radioprotection. C'est que nous avions des expatriés qui étaient là pour effectuer toutes les missions concernant ces contrôles. Ensuite, nous avons recruté des jeunes niveau 2, enfin des jeunes sortis de l'INSTN, que l'on a envoyés en formation dans divers pays, au Tchad, au Gabon. Ils ont été formés en tant que niveau 2. Ils sont aujourd'hui donc niveau 2 en radioprotection, en ultrason, en magnétoscopie, reçuage. Et aujourd'hui, ces jeunes effectuent des missions au niveau de Ambatouvi, au niveau de Madagascar Oil, de Tsimirou. Ils sont avec, on peut dire, les pétroliers. Ils ont travaillé pour Batman, pour Gangnam. Donc il y a un avenir certain qui est là. Il faudrait que les jeunes aujourd'hui, malgaches, dans leur pays, exercent pleinement leur métier, que l'on fasse moins appel, je dirais, un petit peu à la manœuvre extérieure, puisque nos malgaches sont capables. Et je le dis davantage, c'est que nos malgaches sont réellement capables, puisqu'aujourd'hui nous envoyons nos niveaux 2 au Gabon. Ils travaillent sur plateforme pétrolière. Ça montre, je pense, l'importance de la formation donnée par l'INSTN. Voilà. Et je répète, un pays développé, sous-développé, qui ne s'engage pas dans la recherche pour son développement, est un pays en voie de sous-développement. On voit bien maintenant que Madagascar ne peut pas s'en sortir en termes d'énergie si on n'envisage pas le nucléaire. Parce que tous les pays en développement ont pris cette option et on voit bien qu'ils n'ont aucun problème énergétique alors que nous, on stagne sur l'électricité hydraulique et vraiment c'est pas la solution. On envisage mais on ne décide jamais. Mais je pense qu'il faut vraiment envisager le nucléaire dans les perspectives énergétiques de Madagascar. Donc pour moi, le nucléaire, c'est l'avenir et il faut vite entreprendre une centrale pour pallier ces défauts d'énergie que l'on rencontre maintenant. Ce qui arrive, malheureusement, et je dis bien malheureusement pour les pays en développement ou en voie de développement, c'est qu'on néglige la recherche parce que la recherche, on ne voit pas demain les résultats. Et quand on est politicien qui ne regarde que le court terme, ça n'intéresse pas. Mais si on veut vraiment développer un pays, il faut regarder le moyen et le long terme. Et à ce moment-là, la recherche est rentable. Mais il faut investir, parce que tant qu'on n'investit pas, il n'y a rien qui sort. Ce qui est un peu dommage, je crois, est-ce que c'est par une manque de communication? Est-ce que, à cause des incidents, des accidents qui se sont produits dans d'autres pays industriels développés? Mais je pense très sincèrement que le nucléaire aura son avenir dans un pays comme le nôtre. Maintenant, beaucoup de travail reste à faire, de persuasion, de communication surtout aussi pour que des pays, les exemples des pays comme la Corée du Sud, qui ont eu leur développement grâce au nucléaire, puissent passer avant les communications négatives concernant les accidents. Je crois que c'est tout un travail à faire à Madagascar et j'espère que dans pas trop longtemps, le nucléaire aura sa place dans le développement durable de notre pays. Dans le poisson, vous avez les métaux lourds. L'avenir pour le pays en tant que nucléaire, oui. Il faut voir où il sera le plus évident. Mais aujourd'hui, je dirais par rapport aux miniers,
il ne peut y avoir qu'un développement énorme dans le nucléaire, oui. Où les techniques font appel au nucléaire. Je pense qu'il faut être plus raisonnable, plus modeste, mais il y aura beaucoup de choses à faire en nucléaire, oui. Je pense continuer dans le choix nucléaire et radioprotection parce qu'il faut des personnes compétentes en radioprotection pour pouvoir envisager quelque chose de grand pour le pays. Je vais vous montrer. Et nous avons aspiré, c'était la date, c'est le 29/06/96. Voilà ce que vous avez en 20 minutes, la pollution. Et c'est pour cela que nous avons recommandé qu'il ne fallait pas importer les motos. Interdire l'importation des motos à 2 temps. À 2 temps. Mais tolérer les motos à 4 temps. Ça existe. Pourquoi? Parce que les motos à 2 temps, on ajoute l'huile avec l'essence. Et quand la moto circule, elle projette toutes les saletés qui existent dans l'huile de graissage. D'abord, je voudrais exprimer la satisfaction que j'éprouve d'être présent aujourd'hui et d'avoir assisté à d'abord à cette cérémonie de célébration, mais aussi d'avoir écouté toutes les explications de monsieur le professeur Rawel Ndembouloul et ses proches collaborateurs sur les activités de l'Institut. Je suis sincèrement étonné de savoir, de comprendre à quel point le nucléaire peut contribuer au développement de l'économie. Et à travers de multiples activités, l'agriculture, l'environnement et j'en passe. Je pense que l'impulsion a été donnée au cours de ces longues années par monsieur le professeur. Et ce qui met en confiance, c'est l'existence d'une relève qui a été formée de longue date et qui se révèle prête justement à porter haut le flambeau du nucléaire. Personnellement, je suis confiant en l'avenir du nucléaire à Madagascar. Excusez-moi, je porte la voix des chercheurs. Je crois que je vois ici même des chercheurs qui étaient dans notre camp, occupent maintenant des postes administratifs. Je suis un peu direct, mais je pense que, ne m'en voulez pas, mais je pense qu'à un certain moment, il faut parler le langage de la vérité. Si Miss DG, si Miss directeur, si Miss chef de département, si Miss chercheur, fa faire na kavina mi Coran, si Miss Souni mi protocole. Mais là, si monsieur, le directeur de cabine. Derrière un grand homme, il y a toujours une dame. Donc je ne vous présente plus. Je comprends tout même. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais souligner ici l'importance des travaux qui sont faits à l'INSTN. Et je tiens à féliciter particulièrement le professeur Rawel Ndembouloul, que je connais depuis très longtemps, à l'époque où j'étais encore étudiant à Marseille. Lui, il était déjà un éminent professeur-chercheur, mais je suis vraiment admiratif pour les résultats des travaux qu'il fait et même les recherches qui sont appliquées maintenant, mais pas seulement des recherches fondamentales. Je suis vraiment très admiratif pour tout ce qu'il a fait et je ne peux que lui souhaiter, ainsi qu'à l'INSTN, longue vie pour que le nucléaire puisse trouver sa place méritée, surtout dans des pays comme le nôtre. Que dire à monsieur le professeur, sinon toute mon admiration. Je n'ai pas eu le privilège d'être son étudiant, étant donné que j'ai embrassé une autre filière d'enseignement. Alors tout simplement bravo et merci, monsieur le professeur, de tout cœur merci pour ce que vous faites pour l'université, l'enseignement, la recherche et Madagascar. L'INSN, c'est au contraire des encourager à continuer dans ce domaine,
puisque je vois, on est parti avec les jeunes de l'INSTN, et on a formé aujourd'hui ce que l'on appelle une cellule CND, c'est-à-dire contrôle non destructif. Tous ces jeunes sont de l'INSTN. Ils ont eu des certificats au niveau de la PAF, mais c'est grâce à la connaissance de l'INSTN qu'ils ont pu arriver à accéder à ce niveau. La mission dévolue à l'INSTN n'a jamais changé. Elle était de 3 ordres. Premièrement, c'est la recherche. Deuxièmement, c'est la formation. Et troisièmement, c'est la production. En fait, c'est un système de trépied qui s'épaule parce que la formation permet d'avoir une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération apporte du sang nouveau pour augmenter la recherche, puis en même temps aussi pour améliorer la production. La production avec l'argent permet d'améliorer les 2 autres. C'est pour ça que j'appelle ceci un système à 3 pieds. C'est vraiment avec plaisir et un honneur de pouvoir présider cette séance à l'occasion du 20e anniversaire de l'INSTN. l'INSTN qui, d'après ce que nous avons pu voir depuis ce matin, est un exemple de réussite du développement. Monsieur le professeur, à vous la parole. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un exposé que j'ai fait à l'Association francophone pour le savoir à l'Université d'Ottawa du 12-13 mai 2009, où on m'a demandé de faire l'histoire de l'INSTN et de montrer comment dans un pays où le nucléaire qui est jugé inutile par les décideurs politiques et même par le milieu universitaire, comment on peut développer le nucléaire dans de telles conditions. Qu'est-ce que le développement? Eh bien, ce que j'entends par le développement est ceci. Après la Seconde Guerre mondiale, on a 2 types de développement. On a le développement exogène, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur, et vous avez le développement endogène, c'est-à-dire un développement qui vient de l'intérieur. Alors, le développement exogène, c'est ce qu'on applique la plupart du temps à l'heure actuelle. On importe des quantités de produits de l'extérieur, d'expertise, de matériel. Et puis après, on a à ce moment-là un développement rapide qui s'installe. Alors si nous prenons la contre-proposition du sous-développement, mais l'inconvénient, c'est qu'une fois après le départ des experts, est-ce que la plupart du temps, ce qu'on a remarqué, c'est que le développement exogène s'affaisse et se termine là. Tandis que le développement endogène, c'est-à-dire qui vient du pays lui-même, il est durable. Parce que c'est le pays qui l'a voulu, c'est le pays qui l'a fait naître. Et donc c'est quelque chose qui sort du pays et il a donc une chance de rester vivante, ce développement a une chance de continuer après le départ ou l'aide extérieure. Mais le problème, c'est que le développement endogène est difficile à faire démarrer au début, mais une fois qu'il a démarré, le problème, alors à ce moment-là, devient de plus en plus rapide et le développement s'accélère. Et se pose alors à ce moment-là le problème du potentiel humain, du potentiel technologique, du potentiel financier. Je vais donc citer les apports comme étant les résultats donc, des efforts de l'INSTN pendant toute son existence. Au début, nous avons utilisé le nucléaire de base, donc c'est la physique nucléaire. Et puis ensuite, avec l'INSTN, on a changé, on a étendu plutôt de la physique nucléaire, on a étendu sciences et techniques nucléaires.
C'est-à-dire que nous ne faisons pas uniquement la physique, mais tout ce qui est science. Et là-dedans, vous avez la bioscience, vous avez la biotechnologie, vous avez la médecine nucléaire, vous avez la téléthérapie, vous avez... nous avons utilisé les sciences et les techniques nucléaires pour l'économie du pays, c'est-à-dire dans les autres secteurs économiques du pays, la santé humaine, la santé animale, la production de lait, production de viande, gestion de l'eau souterraine, de l'eau de surface, surveillance des barrages. Il y en a beaucoup. Des programmes qui peuvent être classés en 3 grandes catégories. Un programme individuel du pays sous forme de projets nationaux, projet MAC. Et ça, c'est un code qui est conventionnel pour toutes les organisations des Nations Unies. Alors, ce programme-là s'adresse directement au pays, aussi bien les ressources que le développement de la capacité. Il y a un deuxième programme qui est régional, c'est-à-dire dans une région comme l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine ou l'Europe. Et nous avons, dans notre cas, l'Afrique, parce que Madagascar fait partie du continent africain. Et ensuite, un troisième, qui est le programme interrégional. Donc, il y a plusieurs régions qui participent dans le programme, et c'est sous forme de projets interrégionaux. Donc, toutes les régions qui ont été définies par l'Agence internationale de l'énergie atomique travaillent de concert dans ce programme. Alors, des victoires, il y en a beaucoup. Je pense que tout simplement, le revirement des gens qui étaient contre le nucléaire à l'université a été, je crois, une des plus belles victoires que nous pouvons dire. Parce qu'avant, dès qu'on parlait du nucléaire, les gens disaient mais le nucléaire, ça ne sert à rien parce que nous ne fabriquons pas la bombe atomique. On a toujours associé le nucléaire à la bombe atomique. Mais comme nous avons dit, nous avons essayé de montrer toutes les acquisitions, si vous voulez, toutes les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire dans tous les secteurs de l'économie. Il commence à y avoir un début de communication qui est nécessaire parce qu'on a vu que le nucléaire a une assez mauvaise image, enfin a eu une assez mauvaise image. Et les gens ont fait beaucoup de confusion entre ces mauvaises images et tout le côté positif et tout ce qu'on peut attendre de positif du nucléaire. Donc aujourd'hui, si on communique davantage autour du nucléaire et de ses applications à la fois médicales, à la fois techniques, on peut obtenir des résultats fantastiques qui sont des technologies même nucléaires d'avenir et qui vont nous permettre des développements. Le nucléaire, nous l'avons dans nos téléphones portables. Les gens ne s'en doutent pas, mais beaucoup de composants des portables font appel à la nanoscience, aux nanotechnologies qui sont du nucléaire. Quand on parle de nanoscience, on est au milliardième de millimètre, vous imaginez. Donc ça, c'est du nucléaire positif, qui va dans le sens du développement. Et je pense qu'à Madagascar, on a beaucoup de possibilités, d'opportunités de développement dans ce domaine. On est en train de mettre en place cette stratégie nationale de la recherche. Je pense que l'INSTN, le professeur Awel Njemloul, a vraiment beaucoup de choses à nous apprendre concernant ce passage de la recherche au développement proprement dit. En toute humilité, nous pouvons dire que nous sommes à l'origine peut-être de la présence de ces compagnies minières comme le QMM, le projet en Batouvie, la quinzaine de compagnies étrangères du Canada, d'Australie, d'Asie du Sud-Est, de Chine, qui sont venus ici pour explorer l'uranium de Madagascar. Question problème d'érosion, pas toujours par cette technique. Nous avons fait des essais sur le site de Chambagne-Manzakandine et nous avons pu déterminer que le taux d'érosion sur les pentes est de 10 tonnes par hectare. Et sur les pentes en terrasse, en terrassement, en escalier, on a trouvé la moitié, 5 tonnes par hectare. Ce qui veut dire déjà qu'il vaut mieux cultiver, faire des cultures en tanette sur terrasse.
hein, si on veut faire des cultures sur les collines. En hydrogéologie, par la technique de traçage des isotopes de l'eau, nous avons pu délimiter la limite de l'intrusion marine dans le bassin de Morondave. Donc on peut savoir jusqu'où on peut mettre des forages sans qu'il y ait intrusion d'eau salée. Dans la région de l'Andjouille, où il y a des points d'eau qui sont très très salés, plus salés que l'eau de mer, la population s'est alarmée ainsi que les autorités locales et nous ont demandé de faire des études sur cette origine de la salinité. Et avec la collaboration des géologues, des bureaux d'études, nous avons pu montrer que cette eau très salée est d'origine tectonique. Donc on sait où il faut mettre des forages, où il ne faut pas mettre. Sinon, si on est obligé d'en mettre le long de lignes de cisaillement, à ce moment-là, il faut penser à faire un traitement. Dans les années 80 et 90, la pollution de l'air n'a cessé de s'aggraver. Et nous avons, à l'époque, donc dans les années 2000, montré que la ville d'Antananarive est l'une des villes les plus polluées du monde, juste après Grenoble. Ça a été tellement médiatisé que le gouvernement de l'époque a pris une mesure judicieuse en décrétant l'interdiction de l'essence plombée et en interdisant aussi l'utilisation de l'essence plombée. Donc vous voyez maintenant, partout où on va, dans les stations d'essence, on vous livre de l'essence sans plomb 91 et sans plomb 95. Nous avons trouvé en 2011 que sur deux sites pilotes, dans Javang et dans Budnichuti, en Javang, la teneur en plomb de l'air a chuté de 27%, environ 30% donc, et la teneur en plomb de l'air en Budnichut a chuté de 90% par rapport à la pollution en 2006. En voyant ces résultats, on pourra dire que les techniques nucléaires, je pense, sont quand même utiles au développement socio-économique du pays. Merci. Ils ont développé des choses fantastiques, absolument fantastiques, et c'est pas fini. Ils ont encore, je pense, beaucoup d'avenir devant eux, et tant qu'on peut les aider à se développer, il faut le faire absolument. J'ai déjà dit plusieurs fois, les mines ne sont pas des denrées durables. Une fois que vous avez exploité les mines, c'est fini.